Bonjour à tous et merci de votre présence aujourd'hui malgré la pluie. Alors je voulais tout d'abord remercier Éric Deremaux et toute l'équipe de la Galerie Erix de nous accueillir aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Béatrice Andrieux, je suis commissaire d'exposition et critique d'art. Et je suis très heureuse de présenter le travail d'Anna Malagrida, qui est une artiste espagnole. Et aujourd'hui, enfin cet après-midi, nous allons parler essentiellement de deux de ces séries, Vitrine 2008-2009 et Paris barricadé 2018-2019. Donc deux séries la dernière qu'elle a réalisée en collaboration avec Mathieu Pernaut. Donc avant de parler des deux séries exposées, je voulais donc introduire Anna Malagrida, qui est diplômée de l'École nationale supérieure de la photographie à Arles et qui a fait une licence en communication et journalisme à l'Université autonome de Barcelone. Alors c'est effectivement à la fin des années 90 qu'elle commence à pratiquer la photographie. Son travail fait partie des collections d'institutions internationales comme le Centre Georges Pompidou, le magasin 3 à Stockholm et le musée Kawasaki au Japon. Alors la Fondation Mafré à Madrid lui a consacré une exposition personnelle en 2010, exposition qui a été présentée ensuite au Centre photographique d'Île-de-France en 2011. Elle a aussi exposé au FRAC PACA à Marseille et puis plus récemment elle a exposé à l'Institut de Valence d'art moderne, donc l'Institut d'art moderne de Valence. Alors le point de départ des œuvres d'Anna s'inscrit souvent dans des événements liés à l'histoire ou à l'actualité. Elle s'interroge sur le statut de l'image dans l'actualité et elle s'interroge aussi sur les limites de la photographie. Elle développe un travail photographique et vidéo dont un des sujets récurrents est la fenêtre, vous le verrez au cours de la conversation. Fenêtre qui illustre le passage d'un univers intime à un univers au monde extérieur, qui parle du visible, de l'invisibilité, de l'absence, de la présence, de la réalité et de son interprétation. Alors les références aussi picturales sont très présentes dans son travail, avec souvent l'utilisation du clair-obscur, comme on va le voir notamment sur la première série que moi je voulais beaucoup vous montrer. Et il y a souvent une forme de tension entre l'opacité et la transparence dans ces images. Et dans toutes les séries qu'Anna a travaillées, il y a une forme de délicatesse poétique sur des sujets brûlants autour de la guerre, de la politique et des femmes au Moyen-Orient, tout en travaillant avec subtilité la lumière. Alors Anna Malagrida s'est fait connaître avec cette série intérieure qu'on va vous présenter. Moi, c'est avec cette série que j'ai découvert ton travail, qui se passe donc dans le bâtiment Mouchotte de l'architecte Dubuisson, qui privilégie des formes géométriques et où déjà la référence à la picturale avec Mondrian est présente. Et ma première question est autour du passage des associations entre les portraits et les vues du bâtiment, et nous rappeler comment brièvement tu as débuté cette série. Alors, merci pour ta présentation. Et merci à toute l'équipe d'Eric, c'est à vous qui êtes là aujourd'hui. Alors ça, c'est un travail que j'ai réalisé en 2000. Et c'était le moment, moi je viens de Barcelone, mais j'ai fait l'école d'art. J'ai étudié à Arles et ensuite je me suis réinstallée à Barcelone. Et plus tard, j'ai décidé de m'installer à Paris. Et c'est à ce moment-là que j'arrivais dans une grande ville que j'ai découvert un immeuble Choc, qui est un immeuble de Dubuisson, un architecte qui a été fini en 1966. C'est vraiment un immeuble des 30 Glorieuses, c'est un grand immeuble à Paris qui est assez mythique. Et pour moi, ce qui est marrant, c'est que l'histoire de cet immeuble elle est particulière parce qu'il y a des gens, un peu des artistes, un peu des artélos qui se sont installés à l'époque. Et pourtant, moi, je voyais un immeuble qui était dans une ville un peu vide,
ça isolait les personnes. Moi, je voyais des fenêtres comme ça et je me disais, j'arrive dans la grande ville. Je ne sais pas que c'est la personne qui... Enfin, j'arrivais à Paris, ça m'a impressionné. Mais c'est surtout que je me suis dit, en fait, c'est un peu une métaphore de la photo. Parce que c'est un immeuble qui est plat et la photographie, c'est une surface plate, mais on imagine des choses derrière. Donc ça me confrontait avec ce que c'était vraiment la photographie. Et j'ai commencé à le photographier depuis les terrasses qui sont en face. Il y a l'hôtel Navidien, il y a des terrasses avec des cours de Nice. Je me suis installée là-bas. Bon, il y a toutes ces questions du voyeurisme qui se posaient aussi. Mais c'est vrai que bon, j'ai apporté un petit texte qui éclaire un peu sur les fenêtres de Baudelaire et qui, pour moi, signifie aussi ce que c'est aussi l'art et le rapport à l'image et le rapport à voilà. Donc il dit, celui qui regarde du dehors à travers une fenêtre ouverte, on ne voit jamais autant de choses que celui qui regarde une fenêtre fermée. Il n'est pas d'objet plus profond, plus mystérieux, plus fécond, plus ténébreux, plus éblouissant qu'une fenêtre éclairée par une chandelle. Ce qu'on peut voir au soleil est toujours moins intéressant que ce qui se passe derrière une vitre. Dans ce trou noir où lumineux est la vie, rêve la vie, souffre la vie. Et à la fin, il dit qu'il se raconte des histoires par rapport à ce qu'il peut imaginer, mais il dit, est-ce que ces légendes sont vraies? Qu'importe, peut-être la réalité placée hors de moi, si elle m'a aidé à vivre, à sentir que je suis et ce que je suis. Donc en fait, ce qui compte, c'est ce qu'on vit chacun. Donc ce qui compte, c'est ce qu'on se raconte dans les images. Ce qui compte, c'est ce qu'on peut imaginer. Donc au fond, on ne voit pas grand-chose. Ouais. Mais c'est ce qui, le regardeur va pouvoir... et pour moi, ça, c'est un peu la photographie. On est ancré au réel, il y a quelque chose qui se passe, on sait que ça existe, donc on essaye de savoir. Et au fond, ça se passe beaucoup dans la tête, dans l'imagination, dans la perception de chacun. Donc, au même moment que je photographiais cet immeuble, je photographiais aussi mes amis, et à Paris, à Barcelone, que je quittais parfois. Et je les ai fait poser. Alors, c'est une série que c'est marrant parce que ça fait 20 ans que j'ai faite. Et c'est une série qui a beaucoup circulé l'année dernière et celle d'avant avec la pandémie. Parce qu'on me l'a beaucoup demandé. En fait, il y a beaucoup de... En fait, les portraits sont faits chez les gens, ça c'est une amie, et je les éclairais avec les écrans de télévision ou avec les écrans d'ordinateur. Moi, je cherchais... Il y a des références picturales. C'est vrai que j'en ai souvent pour mon travail. C'est un peu lumière à la Edward Hopper, bon, le clair-obscur aussi, mais je me disais au fond, les écrans c'est un peu comme le feu ancien dans les maisons, donc le clair-obscur ça naissait de cette idée de l'intérieur qui est éclairé à la chandelle. Et je me disais, c'est une façon contemporaine d'éclairer comme on l'a fait à l'époque. Mais ce qui me plaisait bien, c'est qu'il n'y avait pas... En fait, on est dans une autre époque de la photographie. Donc, je travaillais au 6-6 avec des pellicules et je ne voyais pas ce que je faisais. Donc, les temps de pause étaient parfois très longs. Je ne savais pas si c'était flou, si c'était pas flou. Après, je découvrais les images. C'est quelque chose, aujourd'hui, on est beaucoup moins confronté à ça parce qu'on a tout de suite l'image. Et donc, je faisais poser les modèles pendant longtemps. Et comme... dans les débuts de la photographie, il y a cette idée qu'il y a quelques secondes qui se passent pendant la prise de vue, donc ils vivaient cet instant. Donc moi, je m'intéressais beaucoup aussi au processus photographique lui-même. Donc il y a d'un côté, c'est mes amis, je quittais une ville, j'arrivais dans une autre, mais en même temps, il y a toujours un questionnement, qu'est-ce que c'est que la photographie et ce procédé qui m'intéressait. Et je faisais les deux séries en même temps, mais c'était deux séries séparées. Et puis je me suis dit, finalement, en fait, je suis en train de photographier la même chose, mais avec deux points de vue différents. Et donc j'ai décidé d'associer les portraits avec... pardon. Oui. Ouais. Voilà. Et ensuite, je les présente comme ça. Donc là, on voit... Alors là, ce qui est intéressant aussi, c'est ton rapport aussi à l'échelle, au corps, parce que c'est essentiellement donc, des grands formats que tu présentes. Pourquoi ce choix de grand format? En fait, ça revient toujours. Moi, je crois que je ne sais pas très bien pourquoi, mais je sais que, par exemple, j'ai peu fait de livres photos. Ce n'est pas un espace qui me convient. C'est l'espace de l'exposition qui me convient.
Et comme je me pose la question de la perception, elle est souvent in situ. Elle n'est pas par rapport à quelque chose qui s'est passé, qui est dans un livre. Elle est dans l'espace. Et donc, moi, souvent, quand mes séries commencent, c'est parce que j'ai vu quelque chose qui m'a fait, mais vraiment par l'acte photographique lui-même, hein, qui m'a fait me dire, ah mais tiens ça, et c'est parce que je le vois. Et donc, du coup, je reproduis cette sensation, ce moment. Et ça se passe dans l'espace. C'est-à-dire qu'après, si je le mets dans un livre, ça va être une autre forme. Donc j'essaye vraiment de garder d'une part un peu archaïque ce moment de découverte de ce que j'ai vu et qui a fait que la série commence. Donc ça passe beaucoup par le corps à corps avec les images. Et, alors je disais tout à l'heure que tu avais fait l'école nationale supérieure de la photographie, mais qu'avant, tu t'étais posé la question aussi éventuellement de devenir peintre, parce que tu viens aussi d'une famille de peintres, et on voit beaucoup vraiment dans ton travail cette récurrence sur la question de la fenêtre, sur la question de la peinture, de l'architecture. À quel moment il y a eu ce basculement, ce choix pour la photographie? Bon, en fait, c'est pas que je viens d'une famille de peintres, mais j'ai une tante qui était peintre et j'ai eu un grand-oncle qui était un peintre aussi. Donc, en tout cas, voilà, c'était pas étranger dans le milieu. Et moi, j'avais voulu faire les beaux-arts. Et en fait, on m'a conseillé de faire plutôt des études utiles. C'était par expérience. Et bon, en tout cas, j'ai fait ce qu'on appelle en Espagne une licence de journalisme, mais c'est une maîtrise en fait, en France c'est 5 ans. Donc j'ai quand même passé 5 ans à la fac. Et j'ai fait des études de journalisme, mais je faisais de la photo en même temps. Et j'ai commencé à travailler dès que je faisais des études, donc j'alternais. J'étais en alternance et je travaillais dans le marketing. Et c'est là que je me suis dit, bon, voilà, j'ai fait le tour, j'ai fait mes études, j'étais et je travaillais dans une part d'attraction. Bon, ça a été une époque, je me suis dit maintenant, je vais vraiment faire ce que j'ai envie de faire. Et donc là, j'ai décidé de faire de la photo et je suis partie à Arles. Il y a eu un vrai basculement. Mais je dis ça parce qu'on le voit notamment dans cette série, on en parlera plus tard. Mais en fait, voilà, j'ai toujours vu ça, c'est vraiment dans... Moi, j'en étais pas consciente. Et c'est de plus en plus que je le vois, je me rends de plus en plus compte. C'est ce qu'on dit que parfois, le plus on avance, le plus on voit d'où on vient. Et il y a un peu ça. Et quand tu parlais, tu vois, du corps à corps, ça allait déjà ici, mais par exemple avec cette série de vitrines, le corps à corps, il n'est pas seulement important comme expérience, c'est que ces images-là, qui sont presque à échelle 1, si on les voit dans un livre, ça n'est pas la même expérience et ça ne dit pas du tout la même chose. Donc, parce que c'est un trompe-l'œil. Et les trompe-l'œil, ils fonctionnent à une certaine échelle. Donc il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'image. Et là, ça passe par la peinture. Non, mais en tous les cas, ce qui est intéressant, c'est ce parti pris de d'abord penser le travail sous la forme d'une exposition plus que sous la forme éditoriale. À l'inverse, il y a des photographes qui vraiment sont dans cette démarche de penser d'abord le travail éditorial, vraiment la question du livre est fondamentale pour eux, alors que toi, à l'inverse, c'est vraiment la question de l'exposition. Si tu veux, on peut continuer sur une autre série, Point de vue, voilà, dont j'aimerais vraiment beaucoup que tu nous parles, parce que ça, c'est aussi beaucoup question de la trace, de la fenêtre, mais aussi de la trace, et nous rappeler comment tu as fait ce travail. Alors, en fait, dans toutes les images que j'ai mises dans cette conversation, c'est la ville, il s'agit de la ville. Alors que là, c'est c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est un travail, après les fenêtres, je me suis vraiment posé la question de la fenêtre, c'est là où il y a d'autres questions qui arrivent avec ce projet. Ça, c'est un projet qui a été fait au Cap des Creus, qui est en Catalogne, la pointe de la fin des Pyrénées. C'est là où les Pyrénées meurent, donc dans la mer. Et la mer qu'on voit, là, j'ai fait une photographie de l'endroit où j'ai fait le projet, donc qui va arriver là. Et donc ça, on voit la ligne de la frontière entre l'Espagne et la France. Et il y avait le Club Med qui allait être détruit. Moi, je savais qu'il allait être détruit, il était abandonné, mais il y a eu un projet, parce que c'est un parc naturel. Je me suis dit, je vais faire un travail
à la fois de mémoire du lieu, parce qu'il ne va plus exister. En même temps, c'est à côté d'un village qui s'appelle Cadaqués, où Duchamp passait ses vacances, et donc où il y a eu aussi des artistes. Et je me suis intéressée à l'époque à tout le travail de Duchamp, et la fenêtre qui m'intéressait est devenue un objet d'intérêt lui-même. Pas la fenêtre que je photographie, mais l'objet trouvé fenêtre. C'est-à-dire qu'on trouve un point de vue qui existe. On trouve un endroit à partir duquel on regarde, et ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est là. Et je vais le photographier. Donc pour moi, ça a été vraiment un changement de perception, parce que là, il n'était plus question de photographie, il était question d'objet, de fenêtre. Et c'est pour ça que c'était important de le montrer, parce qu'après, il y a cette série de vitrines qui arrive. Donc, voilà, ça j'ai photographié toutes les fenêtres de ce club juste avant leur disparition. C'est pour ça que ça s'appelle point de vue, parce que c'est la fin d'une vue, mais c'est en même temps référence au point de vue. Donc il y a double acception, si tu veux. Et donc, ces fenêtres, elles étaient pour beaucoup, avec beaucoup de poussière, et les passants autour laissaient des traces. Donc il y a l'idée de la trace qui est captée par la photographie. Donc ça ne peut être que par la photographie qu'on fixe cette trace. Mais en même temps, on le voit ici, c'est presque à taille réelle et c'est encore à corps. Donc là, c'est plus moi qui choisis un point de vue, ou c'est plus le photographe qui le choisit, ça existe. Et ça montre quand même cette idée de frontière, qui pour moi, là, il y a un côté plus personnel, c'est la frontière entre le pays d'où je viens et le pays où je me suis installée, entre la France et l'Espagne. Donc il y a cette histoire de frontière, et il y a une référence aussi à une peinture, à l'histoire de la peinture, et je recrée ce paysage. À l'histoire aussi en photographie, à l'histoire du graffiti aussi, de passages, voilà. Mais voilà, dans le même endroit, il y avait à la fois ces vitres avec la poussière, et il y avait aussi des fenêtres qui étaient aveuglées par le blanc d'Espagne. Et c'est la première fois que je me suis intéressée à ces objets-là, en fait, parce que je les ai découverts là-bas. Alors du coup, j'ai décidé d'enlever un peu, de faire un geste qui ouvre la fenêtre, et on voit ce qu'il y a derrière. Et pour moi, ça c'était un acte vraiment de photographe qui va dévoiler ce qui est derrière. Mais c'est la première fois que je me suis intéressée à la fois à l'existence de la peinture dans cet objet, qui est, en fait c'est un objet qui est la fenêtre, mais il existe par sa densité. On peut faire des choses dedans. C'est pas juste un endroit transparent, mais il prend corps. Et il dit des choses, il y a des choses qui se passent dedans. Donc, c'est pour ça que c'est important de montrer cette série qui après amène la vitrine. Alors, donc, la vitrine se passe pendant la crise et à Paris et en Espagne aussi, avec donc, tous ces magasins qui ferment. Et effectivement, contrairement encore une fois à d'autres photographes, dans cette série des vitrines, toi tu ne cherches pas ton reflet dans la vitrine, parce que historiquement en photographie on le voit beaucoup, mais bien au contraire, tu cherches à trouver une forme d'histoire de la peinture moderne et contemporaine. Alors chacun y verra les références qu'il veut, mais on peut y voir des Saïd-Twombly ou des Rothko. Et donc je me demandais qu'est-ce qui avait été le déclencheur de montrer ce geste pictural, et surtout d'évoquer cette main du hasard qui donne à voir quelque chose que toi seul vois en fait, qui est là. Alors, en fait, voilà, j'étais sensible déjà à cette question de la peinture dans les fenêtres, parce que j'avais fait cette série Point de vue. Et il se trouve qu'avec la crise des Lehman Brothers, c'est pour ça qu'on parle de crise, il y a eu plein de magasins qui ont fermé. Et donc, ça se voyait beaucoup. Dans les pays du Sud, en Italie, en Espagne, en France, on met du blanc d'Espagne, ou du blanc de Meudon, on dit aussi. Mais dans le Nord, on met des papiers journaux pour pas qu'on voit. Donc chaque pays a sa tradition. Et il y en avait beaucoup. Et en fait, c'est vrai que j'ai fait d'autres séries que je ne vous montre pas là, mais depuis que je me suis installée à Paris, j'ai beaucoup travaillé sur l'idée de la ville et de la peau de la ville, c'est-à-dire de cet espace qui marque comme la peau d'un corps, non, et qui garde des traces. Bon, la photographie est forcément liée à la trace, elle ne peut pas tout expliquer, mais elle garde voilà, quelque chose qui peut avoir à un moment donné, qui peut faire sens, et surtout qui garde une mémoire.
de ce corps. Et en fait, cette crise, pour moi, c'est pas que je m'intéressais à la crise en elle-même, c'est juste que ça, c'est un symptôme, c'est comme un signe qui reste. Et je me suis intéressée donc aux vitrines. Dans l'histoire de la photographie, il y a Adjé qui a commencé à photographier des vitrines. Enfin bon, oui, je vais montrer ça bien après. Mais en fait, là, c'est juste pour montrer que en fait, dans cette série de vitrines, pour moi, il y a beaucoup de variations. Il y a des images qui sont presque comme des peintures. Donc, il y a toute la question optique du... J'essaie de mettre ça. Donc, il y a la question optique, c'est-à-dire qu'on voit, comme c'est en taille réelle, on ne sait plus si on est dedans, si on est à l'extérieur, et qu'est-ce que c'est, parce que c'est presque la taille de la trace du peintre. Bon. En plus, pour moi, moi, j'aime beaucoup regarder de près des petites choses, et c'est souvent comme ça voilà. Donc, par exemple, j'étais toujours fascinée par la main des peintres quand ils peignent, pas par ce qui va être dit après, pas par le grand tableau, mais juste le geste. Et je regarde toujours les mains des gens, comment ils bougent. Enfin, ça me fascine. Et en fait, la peinture sur une vitre, pour moi, c'est vraiment le degré zéro de la peinture, mais avec toute la beauté qui s'exprime. Parce que c'est vraiment ce petit geste comme ça. Bon, ça me plaît beaucoup. Après, il y a plein d'images différentes. Donc, il y en a qui sont très picturales. Il y en a d'autres, comme celle-là, où c'est écrit le peine vite. Bon, donc, il y a un contexte sociétal qui s'affiche dans ces vitrines. Donc, on peut montrer différentes vitrines. Et il y a aussi des choses qui font référence à une histoire. C'est là où, pour moi, c'est important la photographie. C'est pas seulement parce que je pourrais peindre peut-être, bon, mais il y a ce rapport à la réalité, à ce qui s'est passé à l'histoire au moment, qui est hyper important. Et en ce sens, le document est très important. Même si ce n'est pas un travail documentaire. Mais il y a cette espèce de trace qui est là, qui existe, et qui parle, et qui fait référence à ce moment. Mais c'est cette balance aussi entre effectivement les graffitis qui restent et la dimension aussi purement esthétique de ce blanc d'Espagne. Oui. En fait, pour moi, il y a beaucoup de couches en fait, et ça va ensemble. Et on ne peut pas parler seulement d'un travail pictural et on ne peut pas le prélever. Enfin, voilà, c'est lié à un contexte, c'est beaucoup de choses. Et aussi le fait d'être photographe et de connaître l'histoire de la photo. Bon, là, je vous montre un peu. Mais bon, vous voyez ici aussi la taille des images qui est toujours importante dans ce corps à corps pour que ça fonctionne le point de vue, l'idée du trompe-l'œil, parce que sinon ça ne marche pas. Ça, par exemple, dans un livre, on ne se rend pas compte. Enfin, il n'y a pas d'enjeu, en fait. Les enjeux sont vraiment... Bon, là, c'est ici. Voilà. Et donc là, je vous montre des photos de Adjé, photographe, qui a photographié, c'est un des premiers, enfin, c'est le premier qui a photographié les vitrines à Paris. Et en fait, je me disais, moi j'ai fait ces photos en 2008, c'était aussi le moment où on commençait à acheter par Internet. Donc la ville se déplaçait un peu sur les réseaux. C'est-à-dire qu'on avait une expérience de la ville physique, mais on avait aussi une expérience de la ville des réseaux. On commençait à acheter autrement. Les vitrines qui ont séduit les premiers passants, et qui au début les gens vendaient, ils étaient par terre, les vendeurs ils étalaient leur... Bon. Ensuite, ils sont rentrés dans les vitrines, on a demandé à Adjé de photographier ces vitrines, et il a vu le casse-tête, voilà, il s'est vu lui refléter, il y a la ville qui apparaissait, mais c'est aussi un moment de la naissance de ces villes. Et moi je me suis dit, au fond, est-ce qu'on n'arrive pas aussi à la fin d'un cycle, avec des magasins qui ferment, heureusement, c'est pas tout qui ferme, mais il y a une utilisation différente, on vit la ville autrement, et moi, je me rends compte que j'aime bien ce corps à corps avec la ville, pas tellement la sillonner, mais et même l'espace d'exposition, c'est un espace de rencontre. Donc je privilégie aussi cet espace-là, bon, plus que... Mais bon, après, voilà, on vit avec il faut s'adapter aux évolutions, hein. Mais pour moi, ça reste... Et donc là, je vous montre une image où, voilà, c'est pas pareil ce qu'on voit derrière les vitrines ici, à l'époque, voilà, c'était les premiers... mannequins avec des nouveautés, et là c'est un magasin qui ferme, qui est à l'abandon. Voilà. Donc,
là, pareil, c'est vraiment la fermeture. Alors là, par exemple, pour moi, c'est un tapiès. Et là, c'est la référence à la... Mais c'est ce que tu dis. Enfin, ces images, c'est le spectateur qui les finit en fonction de ce que chacun connaît. Il va dire, ah tiens, ça me rappelle, ah tiens, ça me rappelle. Mais ça, c'est la vie. Enfin, voilà, c'est ce qu'on reçoit parce qu'on connaît. Mais il y a un truc, je me suis rendu compte que les gens, quand ils le reconnaissent, ils sont plus heureux. Ils voient un truc là. Et ils sont contents de dire, tiens, ça me rappelle, bon, voilà. La référence. Moi, c'est ça. là. Moi, Ouais, ça me rappelle Saïtom Lee, oui. parce qu'il y a des lignes comme ça. Mais après, il y a toujours voilà, ces reflets de la ville qui sont derrière. C'est là, en fait, c'est le même magasin qui fermait, qui était là et là. Et c'est donc ces deux séries, tu les as traitées alternativement à Paris et à En Madrid. fait, non, bon, cette série, elle est faite que à Paris. Que à Et Paris. tu expliques dans d'autres Oui, moments que tu as travaillé aussi en Espagne. Mais en fait, pas sur cette série. Mais j'ai vu ça écrit, je sais pas où. Ah non, je sais. C'est parce que Christine Coste l'a mis. Peut-être elle l'a écrit dans. Okay. Et bon, mais cette série, elle est faite à Paris seulement. Mais j'ai fait d'autres projets que j'ai fait à Madrid, à Barcelone et à Paris aussi. Mais pas celui-là. Mais en fait, à Barcelone, il y en avait encore plus de magasins fermés, je crois. Oui, je crois. Parce que ça a beaucoup impacté en fait la crise de 2008. Et, voilà, mais ça c'est que à Paris. Et donc là, c'est des mises en situation aussi. Mise en situation, et là il y a la vidéo. Voilà, et on va arriver au laveur de carreaux. Tu veux que je la passe? Ouais. Et en fait, ça c'est une vidéo que j'ai faite un peu après d'avoir fait cette série. Ici, dans cette exposition, je présente des photos que j'avais déjà exposées avant, mais une seulement. Et les autres, c'est des éditions nouvelles, mais que j'avais faites en 2008. Bon, et que je présente avec... Et ça, c'est en 2010, à l'ancienne galerie Erix. C'est le laveur de carreaux de la galerie, à qui j'ai demandé d'être de savonner comme s'il était un peintre. Donc je dis, voilà, vous êtes... habituellement, vous l'avez comme ça, mais là, vraiment, exercez-vous un peu dans le geste. Bon, on a fait plusieurs plans et c'est tout un travail sur l'autorité, sur la création de l'image, mais qui est l'auteur de l'image. Et bon, il y a beaucoup de questions qui m'intéressent. J'avais vu ce film très connu de Picasso qui est filmé au travers. Ça m'avait un peu donné l'idée de la transparence. Et c'est ça que je dis dans l'idée du geste premier du peintre, mais n'importe quel peintre, pas dans l'intention du peintre, mais dans ces petits gestes qui peut y avoir une espèce de beauté un peu fascinante. Après, il y a toujours le plan d'une image concrète et la réalité qui est derrière. Et puis la question du laveur de carreaux qui, lui, ce n'est pas un artiste, il est en dehors de la galerie et moi je suis à l'intérieur. Donc ça pose la question de l'autorité. Qui est l'artiste? Pourquoi moi je suis artiste alors que finalement c'est pas lui? Enfin, ça pose beaucoup de questions qui sont de l'ordre politique aussi. Bon. Et vous avez fait, tu lui as demandé plusieurs fois On a fait plusieurs, Et puis, il y a un truc qui m'intéressait. En fait, ces vitrines, une vitre, elle est faite pour pas être vue.
Et pour moi, c'était une façon de donner visibilité, pas seulement à la vitre, hein, mais à ce geste et à ce travail et à ces personnes. Enfin, c'est une façon de faire, de rendre visible ce travail aussi. Donc, il y a beaucoup de questions. Après, il y a une petite histoire qui se passe derrière avec le téléphone, avec la voiture qui arrive. Et tout ça, c'est parce qu'on a fait plusieurs vues. Et j'ai choisi celle-là. Voilà, elle a été partout les deux. Mais ça, c'est le hasard. En fait, on en a fait 4 ou 5, et celui-là, il était voilà, mieux que les autres. Alors là, on va continuer sur l'expo que tu présentes actuellement, l'expo du 16 janvier, avec Paris barricadé, que tu as réalisé pendant la crise des Gilets jaunes. Donc effectivement, chaque samedi donnait lieu à des manifestations très violentes et où, dans la capitale, et où les commerçants ont dû protéger leurs magasins. Et donc, tu as commencé à ce moment-là une collaboration avec Mathieu Pernaut. Et donc, moi, j'étais curieuse de savoir quel était le point de départ. Et peux-tu aussi évoquer la référence à l'architecture brutaliste, ce style très particulier qui est caractérisé par un minimalisme des formes et l'utilisation de matériaux bruts qu'on retrouve aussi dans l'exposition. Alors, bon, en fait, moi, j'ai souvent fait des projets qui sont liés à des actualités, qui après ne sont pas forcément... qui n'expliquent pas cette actualité, mais c'est parce que ça arrive, que ça m'intéresse, parce que ça interpelle, parce que bon... c'est vrai que le mouvement des Gilets jaunes, je pense que ça a interpellé tout le monde. On a tous eu un vécu, et ça a été un moment... assez très fort pour tous. Et c'est vrai que le fait d'habiter à Paris, moi je l'ai vécu aussi autrement, mais en Espagne avec la Catalogne, il y a eu beaucoup de tensions que je vivais à distance. Et donc je voyais les gens qui sortaient dans les rues, des manifestations, des choses qui brûlaient. Mais j'étais pas là. Et quand j'allais les photographier, là c'est un autre projet que j'ai fait, c'était toujours la trace parce que j'y étais pas. Là j'y étais. Et donc la ville, c'est un peu comme son corps, et donc en dehors des questions politiques, il y a comme une agression qu'on sent, quand c'est dans son propre endroit. On se dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une marque, par exemple, on va brûler une voiture et on l'a vue, on se dit, c'est impressionnant. Et puis la marque peut-être de la brûlure, elle va rester, elle va rester, elle va rester. Et donc moi j'ai eu plusieurs projets que j'ai réalisés comme ça. Et là, c'est vrai qu'avec Mathieu, on s'est dit, c'est marrant, ce projet, c'est un peu tous les deux, parce qu'il y a plein de questions, et puis on s'est dit on va sortir, c'est vrai qu'on est sorti les dimanches, parce qu'il y a eu beaucoup d'images qui ont circulé, il y a plein de gens qui ont fait ces photos, enfin je veux dire, on est mis les premiers, les derniers, il y a eu beaucoup de journalistes, mais en fait on a décidé de faire un peu, pas le moment de soulèvement, mais le jour d'après, c'est-à-dire les dimanches. En fait, les magasins fermaient le vendredi soir, se barricadaient surtout dans les quartiers plus chic de Paris, mais bon, dans d'autres aussi, et ils réouvraient le lundi. Donc le dimanche, qui est un jour un peu calme, où il n'y avait plus ces manifestations, qu'on voyait par contre en boucle dans les réseaux, et c'est là où je dis, il y a comme un déplacement dans la vie de la ville, parce qu'on regardait Internet et on avait l'impression que tout continuait de brûler. Et pourtant, on sortait dans la rue et il n'y avait plus rien. Donc il y a un contraste qui est étonnant, un décalage. Et bon, c'est vrai que c'est étonnant parce que ça parle d'architecture. En fait, ça montre l'architecture de Paris. Ça montre voilà, la perfection des fenêtres. Ça montre aussi comment ces quartiers se barricadent d'une façon assez chic. C'est-à-dire que c'est parfaitement aligné. En même temps, c'est... pour moi, je trouve que ce travail-là, il est vraiment intéressant aussi parce que c'est une autre vision que tu nous donnes de ce mouvement-là et qu'on regardera d'un autre œil dans quelques années parce que ça a créé à un moment donné une architecture qu'on n'avait pas forcément vue et on voit aussi autre chose que ce qu'on pouvait voir le samedi, pas de présence humaine, ça c'est indéniable.
mais ça donne aussi une autre vision de ce Paris. Et je trouve ça, enfin, ce serait intéressant de le revoir dans 10 ans, dans 15 ans. En fait, déjà, quand on l'a approché ici, c'était impressionnant, parce que ça a rappelé ce qui s'est passé, et on l'a vu, enfin, on ne l'avait pas exposé avant, hein. Et c'était étrange, parce que c'est très énigmatique, mais c'est très froid en même temps. Et c'est un peu comme il y a eu une guerre le jour d'après, ou une tempête le jour d'après. Enfin, ça reste toujours un peu... Donc bon, voilà, après, c'est vrai que nous, on l'a vécu, je ne sais pas, pour ceux qui ne l'ont pas vécu, comment ça va se voir. Mais pour moi, c'était un peu comme si, là, avec les masques, on ferme la bouche, mais là, on a fermé la bouche à la ville. Enfin, c'est comme si on avait bouché tous les trous, quoi. Enfin, on ne peut plus respirer dans cette ville. Il y a un côté comme ça, où on ne respire plus. Et après, il y a ce que tu dis, une espèce de côté aussi, dans ces architectures qui s'inventent. Et il y a aussi le côté sériel que je voulais évoquer avec toi, séquentiel, qui était moins visible dans ton travail. Et là, en tous les cas, que tu présentes à la galerie sous forme de polyptyque. À quel moment vous avez décidé d'associer toutes ces images ensemble? En fait, on circulait, on repérait, il y en a beaucoup dans le 8e, donc c'est vrai qu'on a beaucoup photographié l'avenue Fredland et d'autres coins, mais dans le 8e, 16e, surtout 8e. Et il fallait faire quelque chose avec ces images, après, comment les présenter. Et du coup, voilà, on s'est dit, on va les associer, là je vous montre d'autres, après je reviens en arrière. Ça, c'est un bois qui est rouge. Et ça, c'est un bois qui est jaune. Et c'est tout simple. En fait, c'est par la couleur. C'est-à-dire que là, du coup, on a associé par la couleur. Bon, il y a à peu près la même distance tout le temps, il y a la même lumière tout le temps, donc ce qui donne un protocole de travail. Et un peu comme les Béchers ont fait, du coup, ça devient presque sculptural. Et c'est là où c'est un peu comme cette histoire du degré zéro de la peinture. Ça n'a jamais voulu être de l'art, mais parce que ça se redit, ça se répète, du coup, il y a une autre vision qui apparaît, qui est celle de « Ah oui, mais en fait, c'est une création, il y a quelque chose qui a été... » Bon, c'est ce passage comme ça qui est étonnant, parce que c'est vrai qu'il y a une vraie maîtrise des barricades. Alors, je ne sais pas si vous avez pu voir l'exposition avant de venir, mais en tous les cas, je voulais qu'on parle de cette dernière image qui, à mon sens, est intéressante aussi d'évoquer parce que là, on fait clairement aussi référence à ce qui s'est passé, à cette question des Gilets jaunes, de Macron, alors que si tu avais simplement mis ce polyptyque sans forcément cette référence finale, peut-être que dans 20 ans, on se dit tiens, qu'est-ce que c'était? Là, tout d'un coup, il y a un élément, en fait, un écrit qui nous remémore les événements passés. Oui, ça c'était une question, est-ce qu'on met ou pas jusqu'où? En fait, il fallait l'inscrire dans l'histoire, donc c'est la façon de l'inscrire. Après, s'il y avait eu trop, ça revient à quelque chose qui est trop bavard, et finalement, bon, documentaire c'est les deux, mais c'est trop bavard, et finalement l'absence de mots, moi je la trouve presque plus violente, et j'ai repéré une phrase de Florian Ebner, parce qu'il a fait un texte par rapport à un autre travail qui avait été aussi fait pendant ces mouvements. Et il dit, le texte s'appelle « Barricade photogénique ou l'absence de dialogue social ». Il dit à midi, mes panneaux de contreplaqué sont toujours intacts, à l'exception de quelques graffitis, mais ce vide même exprime de manière éloquente l'absence de tout dialogue social. En fait, le vide crée aussi une espèce d'angoisse. Donc le fait de le mettre juste à la fin, mais qu'il n'y a rien, bon, il faut le savoir, mais quand on le voit, il y a un truc étrange qui se passe par un autre geste, qui n'est pas celui du trop plein, du trop dit, mais très peu dit. Bon. Et, mais c'est vrai que c'est la façon de l'inscrire dans l'histoire, parce qu'il faut que ça soit inscrit de l'histoire, et c'est ça qui fait sens, sinon ça n'a pas de sens. Donc ça lui donne encore une autre dimension qui est celle
rapport à l'histoire. Et là, j'ai mis des images qui auraient pu faire aussi des ensembles, parce que c'est des coins de rue. Donc à la fois, donc pour voir comment formellement on peut associer des images et créer des ensembles. Donc là, ça aurait pu être l'ensemble par les coins de rue. Et en fait, on a fait un ensemble après avec les couleurs du bois. Et là, c'est étonnant cette image, à quel point c'est parfait. C'est parfait. On voudrait travailler avec ces menuisiers qui sont... C'est ça. Non, mais c'est vrai. Moi, extrêmement précis, c'est au cordeau. C'est là qu'on voit aussi que, voilà, si ça avait été un quartier moins riche, disons, plus populaire, on n'aurait pas pu payer, en plus, des barricades comme ça. En plus, je sais que les barricades étaient très chères parce que tous les menuisiers étaient sollicités. Bon, ils n'ont jamais travaillé autant. Enfin, c'était vraiment, donc ils ont pu faire des prix, donc ça a coûté très cher. Et nous, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on allait voir on photographiait les lieux et ensuite on allait voir les magasins pour savoir un tout petit peu comment ça se passait. Et on a voulu récupérer, c'est pour ça qu'on a fait l'installation, on a voulu récupérer ces bouts de bois. Mais bon, ça a mis longtemps parce qu'il les gardait, il les ressortait. Oui, puis tu évoquais aussi qu'il y avait des inscriptions que tu voulais récupérer, mais qui, quand tu revenais la semaine d'après, avaient disparu, ou il y avait de la peinture dessus. Donc c'est aussi intéressant la sculpture que vous avez faite ensemble, que tu as installée, parce qu'on voit bien ces traces de peinture qui marquaient les graffitis. Par exemple, je vais chercher après on parle de ça, mais par exemple ça, c'est deux photos qu'on n'a pas choisies à la fin, mais tu parles de la peinture. En fait, c'est vrai que ce bois, ces barricades, c'est une existence beaucoup plus longue en fait. Ils ont existé pour cacher les vitres. Ils ont été prélevés parfois, ils ont fait autre chose dans la rue parfois, on les a peints, on a tagué, on les a repeints. Et ensuite, on les montre ici. Mais c'est comme une vie qui continue. Et en fait, on s'est vraiment inspiré juste de ces traits de peinture qui ont servi pour cacher les inscriptions pour les refaire ici. C'est-à-dire que c'est ce prélèvement et ces gestes qui ne sont pas du tout artistiques, mais qui donnent, c'est une base, et qui après retravaillé, reformaté, réassemblé, deviennent un peu autre chose. Et donc là, par exemple, c'est celle-là qu'on a choisie finalement. Là, ça permet de voir, on aurait pu choisir un fin du mois, début de nous. Puis finalement, voilà, on est resté sur très peu de tags et on a choisi celle-là. Bon, ça c'est juste dans la façon de... Alors, dans un précédent travail, je crois, toujours à Madrid, tu avais décidé aussi de photographier les sièges des banques et tu étais venu trop tard et les graffitis, tu avais extrait les graffitis qui avaient disparu ça, en fait. Je peux le montrer, mais c'est à la fin. Je dois aller très vite. Pardon. Je voulais quand même l'évoquer parce que je trouve que ça se relie avec quand même d'une certaine manière cette série-là. Alors, ça c'est un travail qui s'appelle Les murs ont parlé, Los muros hablaron, que j'ai réalisé quand il y a eu le mouvement des indignés en Espagne. Et en fait, c'est ce que je racontais. Moi, j'étais à Paris et j'avais des amis, qui vivaient très intensement ce moment. Je le vivais aussi, mais via le téléphone ou les réseaux. Et en fait, il y a eu un jour en particulier où ils se sont attaqués aux banques. Ils ont vraiment détruit les vitres des banques à Barcelone et à Madrid. Et donc là, je me suis dit, je veux photographier ces vitrines cassées parce que ça va être à nouveau comme un prélèvement de ce moment d'histoire. Donc je suis arrivée et les vitrines étaient impeccables parce que c'était des banques et que les banques ont les moyens de remettre les vitrines tout de suite après. Donc en fait, il n'y avait pas de problème. Donc c'est là où je me suis dit, je ne suis pas une journaliste, mon travail ne peut pas être celui de l'actualité tout de suite, mais au fond, qu'est-ce que j'ai trouvé? Donc j'ai ensuite regardé sur internet les lieux et ces banques qui avaient été attaquées. Donc j'ai fait les deux plans de Barcelone et de Madrid et j'ai
situer ces lieux que je suis allée refotographier après. Là, on voit à gauche la série. Donc là, par exemple, c'est les bases des banques. Ça, c'est à Barcelone, à la Plaza Catalunya, la banque La Caixa. Et donc, il y avait des tags aussi que j'ai repérés sur Internet. Les vitrines, j'ai pas pu les... parce qu'il n'y avait rien sur les vitrines, il n'y avait aucune trace. Mais par contre, sur les bas de la banque, oui. En fait, ça, c'est les bases de ces lieux-là. Ici, c'était écrit ladrones, voleurs, qui a été effacé. Et pour moi, c'était aussi les bases d'un système. C'est-à-dire que c'est les pierres qui représentent tout le système aussi. Et l'effacement et cette espèce de très léger rappel à ce qui s'est passé, c'était l'effacement de la parole aussi. Donc il y a quelque chose qui disparaissait un peu. Et en même temps, il y a tout un travail aussi formel qui est lié, qui est presque sculptural. Et donc tout ça, ça a été photographié dans ces lieux que j'ai repérés sur Internet et que je suis allée photographier plus tard. Mais voilà, avec très peu en filigrane. Ouais. Ici, c'était écrit à bas le régime. Ça, c'est au Congrès des députés à Madrid. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai présenté des séries d'images et après, j'avais un diaporama où je montrais les phrases qui avaient été dites à ce moment-là, les plus belles. Enfin, là, c'était on ne les laissera pas dormir si on ne nous laisse pas rêver, par exemple. Et donc, ça fait appel à tout ce moment, le mouvement des Indes. Voilà, bon, mais là, je reviens en arrière. Oui, mais bon, voilà. Je voulais vraiment faire le lien aussi avec cette série-là, parce que il y a ce moment, donc, notamment cette sculpture, en fait, voilà. Qui reprend effectivement, et voilà, j'ai évoqué aussi son minimalisme, cette architecture minimaliste avec des contreparties, des éléments très peu chers en fait, et qui font œuvre aussi. C'est ça qui est intéressant. Donc ça rejoint ce geste pictural, mais ça rejoint aussi ce que tu disais, il y a la peinture, il y a la sculpture. Et en fait, pour moi, c'est un peu comme si tu prends quelque chose et tu le ramènes, et tu le gardes. La photographie garde la trace. Ça, c'est les objets qui sont récupérés. Mais il y a quand même un lien avec ce qui s'est passé qui est physique. C'est ça qui est intéressant, je trouve. Enfin, dans le geste. Hein. Après, la forme, voilà, elle est différente. Là, j'ai montré, ça, c'était un repérage. En fait, on a vu cette barricade, qui elle était beaucoup moins bien que les autres, bien. Mais en fait, elle était intéressante, c'était écrit Macron, enfin, il y avait comme un jeu de mots aussi. On s'est dit, enfin, ça décompose les mots, et c'est là où il y a des idées qui apparaissent par rapport à ce qu'on écrit, l'utilisation après de ces mots, de ces panneaux qui ne veulent rien dire, mais qui sont quand même affichés. C'est-à-dire qu'ils sont affichés au même titre que Café Coton, enfin, c'est le même niveau. Et donc après, on peut les lire ou pas, on peut les regarder ou pas, mais ils sont là. Et donc, finalement, on a réussi dans ce magasin à récupérer les panneaux, mais quand on les a récupérés, il n'y avait pas juste ces peintures mises, mais il y avait des écritures. Voilà. Et il y avait aussi des panneaux, enfin, il y avait des affiches, parce qu'il y avait eu des affiches électorales qui étaient passées entre-temps, donc elles étaient différentes. Et là, c'était écrit « Les monstres sont à ». Et après, il n'y avait plus rien. Donc, on ne sait pas quoi sont les monstres. Mais, et donc, on a récupéré ces panneaux et on les a retravaillés et on les a assemblés. Voilà. Mais c'est une nouvelle récupération des panneaux qui ont servi déjà à plusieurs occasions, qui ont beaucoup de couches aussi, comme les couches dont on parlait. Il y a beaucoup d'histoires qui se superposent. Et vous en avez conservé beaucoup ou... Là, on a fait juste celle-là, on a conservé d'autres, mais on a fait juste celle-là. Il y en a les panneaux qui sont dans les fonds de la galerie. On va continuer donc, maintenant sur une autre, une installation qui se trouve derrière nous. Oui, alors ça, on voulait l'exposer, mais
Bon, vous la voyez ici, non? C'est des cartes postales qu'on a fait, on va vous montrer maintenant. Non, on n'a pas pu l'exposer à la galerie parce que les gens prenaient les cartes postales et partaient avec. Donc, du coup, on l'a mis derrière la vitrine, là-bas, enfin derrière la vitre. Il est toujours là-bas, mais c'est vrai qu'il est moins enfin, c'est difficile à exposer, mais on l'a fait ensemble avec Mathieu aussi. Et c'est un projet qu'on a un peu exposé, on va dire, dans à ce moment-là. On n'a pas parlé, je pense, parce que c'est vrai qu'il y avait cette exposition qui s'appelle La vitrine et Paris barricadé. Ouais. C'est quand même deux moments à 10 ans d'écart. Oui, c'est vrai que oui, je l'avais rappelé au début, mais... Et voilà, il y avait deux séries, on a décidé de montrer, ça c'était pas prévu, on avait décidé de montrer deux séries qui étaient Paris barricadé et vitrine parce que ça parlait de moments de crise, mais ça s'affichait dans la ville, de la peau de la ville d'une façon très particulière, donc ça faisait écho l'une à l'autre et les associer, moi je trouvais que c'était intéressant et c'est pour ça qu'on a décidé de faire cette exposition, même si vitrine avec d'autres images avait été montrée en partie il y a longtemps à Paris. Mais bon, c'était voilà. Et donc effectivement cette installation est arrivée dans je crois qu'on enchaîne avec la vidéo d'abord. Oui, alors et là c'est un dernier travail qu'on a fait aussi pendant un moment de crise, c'est la pandémie. Voilà, c'est une collaboration avec Mathieu, on a eu de temps en temps comme ça, mais de façon très naturelle. Oui, c'est ça, ce que je voulais rappeler, moi, c'est parce que j'ai noté, c'est qu'effectivement, ces collaborations se mettent en place finalement en temps de crise. Là, pour le coup, non, mais je veux dire, en temps de crise, a priori, vous avez chacun votre univers, oui. Et c'est vrai que là, particulièrement, ce temps du confinement a fait que vous avez aussi eu envie de retravailler ensemble sur ce projet commun. Mais voilà, Mathieu et Anna n'ont pas l'habitude, vous l'avez fait en 2003. Oui, on avait fait un projet ensemble. Mais en fait, c'est assez naturel. Enfin, avec Paris barricadé, c'était bon, viens, on sort le dimanche, mais on a vu tous les deux que ça nous intéressait. Donc, du coup, on s'est dit, on le fait ensemble. Ça nous intéressait. Et c'est des moments de croisement dans les travaux. Et là, pour Paris barricadé, qu'on va vous montrer, c'est aussi des questions de la pandémie. On était tous enfermés à la maison. Oui. Moi, à l'époque, je faisais un autre projet que je n'ai pas encore montré. Enfin, voilà. Et j'étais en train de travailler et Mathieu devait voyager pour un projet dans les pays du Moyen-Orient. Il a dû rentrer parce qu'on lui fermait les frontières et il s'est trouvé coincé. Du coup, moi, je faisais mes photos et comme tout le monde, les autres, ils étaient à la maison. Et les photographes, on a été parmi les chanceux de pouvoir travailler à ce moment-là. C'est vrai que ça, c'était un privilège parce que c'était très étonnant. Donc je vais vous montrer, donc tout ça c'est des cartes postales qu'on a fait pendant la pandémie, qui s'appelle Paris confiné, et on vous montre une vidéo et après les cartes postales qu'on a évitées. Bon, ça c'est, on a juste fait un film, enfin j'ai juste filmé comme ça, bon Mathieu n'avait même pas vu ce film. C'est juste qu'on les a ressortis là, mais c'est vrai qu'avec le temps, non, 2 ans après, quand tu oublies ce que c'était, il y a comme un truc qui se réactive. Donc on s'est dit c'est intéressant de le montrer. Et donc, mais c'est intéressant justement parce que c'est ce voyage, et à partir de ce voyage, vous avez commencé à imaginer d'associer des monuments historiques de Paris
à les associer aux mots récurrents qu'on entendait pendant la pandémie et le confinement. Ouais, ce qui s'est passé, là on le voit, c'est que Paris a très peu changé en 100 ans. C'est le même Paris qu'on a vu dans les cartes postales, c'est le même Paris. Et mis à part Samsung qui s'impose à la place de la Concorde, il y a très peu d'éléments il y a très peu de bâtiments nouveaux, c'est vraiment le Paris haussmannien. Et en voyant Paris, on s'est dit, mais il faudrait qu'on fasse des cartes postales parce que ça ressemble au Paris qu'on a toujours vu en carte postale, vidé avec la Tour Eiffel. Et on s'est dit, tiens, on va faire ça parce que c'est vraiment ce qu'on voit. Et ça va être marrant. Bon, donc on a commencé à photographier les cartes postales et on a fait des photos et on s'est dit, tiens, ça serait... Bon, il s'est passé aussi que Florian Ebner, qui était commissaire d'une exposition sur la ville en Espagne, où on participait séparément, Mathieu et moi, on avait des œuvres, nous a dit, est-ce que vous avez produit quelque chose? Parce que la prochaine expo qui arrive, c'était en juillet 2020, on va essayer d'intégrer, c'était une grande expo avec des auteurs du début du XXe siècle, donc vraiment une grande expo, avec beaucoup d'auteurs, nous a dit ceux qui avaient, pour ceux qui ont travaillé à ce moment-là, on veut intégrer une œuvre. Et donc on s'est dit, tiens, on les édite. Parce que je ne sais pas si on l'aurait fait aussi vite, mais on a réagi très vite. Donc on a édité les cartes postales, on les a pour exposer dans cette exposition. Et donc on s'est dit, ça serait marrant de s'envoyer les cartes postales. Et c'est ce qu'on a fait. Elles sont datées 29/6/2020, donc elles ont une forme d'archive du moment, un peu, cette espèce de trace de l'histoire qui les ramène. On se les a, et donc on a écrit des mots qu'on entendait, c'était le vocabulaire qu'on a. Et donc voilà, ça c'est la cour de la Reine, Lafayette, donc on a écrit nous sommes en guerre. Les regroupements interdits. Bon, c'est pas toujours comme ça, mais parfois c'était, ça collait, parfois ça. Il y en a qui collent plus que d'autres. Très drôle aussi de parler souvenirs. Et donc on a été chercher un présentoir chez un commerçant qui avait fermé son kiosque. Donc ça parle aussi d'une époque, parce qu'à ce moment-là, on ne s'est pas envoyé des cartes postales, on s'envoyait des SMS. Enfin, c'était fini la carte postale. Donc ça fait aussi appel à une histoire qui est en train de disparaître, un peu comme dans la photographie. Et donc c'est cet objet-là qui est là, avec finalement des images qui sont uniques, dans le sens où elles ont un timbre, et donc elles font partie d'une histoire déjà. Alors ça, c'est une image qui rappelle le travail de Mathieu, autour des frontières. Et ça, c'est une image qui rappelle mon travail. Ça, c'était les clins d'œil. Distanciation sociale. Attestation de des confinés. Et là, il y a environ combien d'images alors? Il y a 23 images différentes et parfois il y a la même plusieurs fois, comme dans les présentoirs de cartes postales où on retrouve les mêmes images souvent. Et derrière, elles ne sont pas toujours avec les mêmes écrits, parfois ça change un peu. Et donc on s'est écrit ça, mais bon, on s'est envoyé parce qu'on en a envoyé beaucoup. Le gars de la poste, en fait, il pensait qu'il y avait un problème. Il est venu avec le tout groupé, il nous a dit, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a un fou. Je nous envoie. Et donc, il y a plein de cartes postales qui du coup sont abîmées parce qu'il nous a mis un espèce de scotch dedans. Parce qu'il pensait qu'il y avait quelqu'un, qui... Donc voilà. Alors moi, je voulais aussi terminer cette conversation ou m'ouvrir aussi avec le public par cette citation de Stéphane Hessel qui correspond bien finalement, qui est créer, c'est résister, et résister, c'est créer. Donc, par rapport à tout ce que tu viens de nous montrer, il y a effectivement une dimension politique, mais il y a aussi une dimension très poétique.
Et dans la forme et dans le fond, tu arrives aussi, on voit bien comment cette question des vitrines est apparue avec la première série à Caracas, à partir de Caracas, jusqu'à maintenant. Et je voulais savoir maintenant sur quel projet tu t'es lancé. Très belle phrase. Donc, je vais rien ajouter. Et là, je travaille sur un projet que j'aimerais bien faire une exposition sur la ville, sur différentes séries que je n'ai pas montrées. On est surtout à Barcelone et Paris, sur l'espace de la ville. Voilà. Donc avec tout un nouveau projet que je n'ai pas encore montré, que j'ai commencé pendant le confinement, qui est qui a un lien avec la street photographie aussi. Et je suis en train de montrer ce projet avec un centre d'art en Espagne que j'aimerais bien faire circuler ensuite en France. Et je vais m'attaquer pour la première fois à un projet dans la nature. Parce que comme maintenant, c'est les commissaires, tout ça, donc on s'appelle. Moi, j'ai jamais travaillé avec d'autres questions que la ville. Ou, voilà, pour moi, dans cette idée de résistance, il y a aussi cette idée aussi de voir des injustices, de voir des choses qui... Voilà, et pour moi, la ville, c'est un endroit où on n'est jamais vraiment apaisé. Oui, il y a toujours quelque chose qui cloche. Bon, la nature, c'est autre chose, et c'est vrai que ça cloche aussi, mais autrement. Et il faut se la réapproprier. Donc pour moi, ça va être une toute autre expérience, mais bon, j'ai très envie et je vais travailler sur ça pour un nouveau projet dans le développement. Et intéressant. Voilà. Et c'est ça. Bien, alors, on n'a pas vraiment d'heure, donc je ne sais pas si on a encore un peu de temps pour des questions, mais si vous avez des questions à poser sur le travail d'Anna, vous êtes les bienvenus. J'ai juste pas entendu, vous avez dit que vous alliez travailler dans la nature, dans un espace particulier. Oui, en fait, sur les volcans, en fait, c'est un commissariat d'exposition il y a une commissaire d'exposition qui a pris 10 artistes qui vont travailler sur 10 lieux différents en Espagne, liés à la nature. Et en fait, moi, j'ai choisi un endroit où il y a des volcans, c'est à la Garrocha, dans le nord de la Catalogne, à Olot. Moi, je trouve ça intéressant parce qu'à la fois c'est très apaisé, c'est un volcan où il y a une petite église qui s'appelle le volcan de Santa Margarida. Moi, j'ai toujours trouvé Margarida Malagrida. Donc, j'aimais beaucoup ce volcan. Et je suis allée quand j'étais petite avec l'école, et en fait, après une longue marche de 2 heures, on arrive dans le cratère du volcan et il y a une petite chapelle. Je me suis dit, comment c'est possible? Bon, c'est des questions, et en dessous, donc ces questions qui sont un peu cachées, bon, ça c'était intéressant. Donc j'ai choisi parmi les lieux qui proposaient, et je vais travailler sur ce lieu. Alors, un immense merci pour cette conversation, parce que je trouve que en quelques mots, vous avez évoqué plein de choses passionnantes sur votre travail, sur ce que peut la photographie, ce qu'est la photographie, ses rapports avec les autres arts, la question d'auteur. Et je m'interrogeais du coup aussi sur la façon dont vous travaillez avec Mathieu Barraud. Qu'est-ce que ça veut dire une collaboration, et est-ce que vous répartissez des rôles, des responsabilités? Enfin, du coup, ça m'intrigue ce que c'est que travailler à deux sur un projet comme ça. Est-ce que vous produisez des choses différentes Enfin, voilà, c'est... En fait, il y a des images, on ne sait pas du tout qui les a. Par exemple, Paris barricadé, je ne me souviens plus qui a fait quoi, les images. Parce qu'on les prenait d'abord avec l'iPhone, après on prenait la voiture, on descendait l'autre. Par contre, pour Paris confiné, moi j'ai vu une différence dans la façon de photographier la ville. Et donc moi je reconnais un peu les images que Mathieu a pu faire et ce que moi j'ai pu faire. Là il y avait... Mais les deux projets, c'est des projets où l'autorité n'est pas très importante. On peut placer juste
un appareil et presque ne pas regarder quand on fait la photo, fermer les yeux. C'est-à-dire qu'il y a des moments, si on est sur une action et qu'on fait de la photographie voilà, de reportage, là c'est impossible. Mais quand on met un pied et que la chose ne bouge pas, donc c'est la ville, donc il n'y a pas de mouvement, et qu'on a juste appuyé sur un bouton et on a décidé ensemble qu'il fallait qu'il y ait une lumière grise, qu'il fallait tout ça, on se met d'accord, et quand on est d'accord, n'importe qui pourrait déclencher. Mais c'est vrai que dans le projet des cartes postales, là, on s'est confronté un peu à une espèce de façon. Moi, je peux être un peu plus sur le côté un peu moins frontal, Mathieu, bon, ça peut arriver. Après, ça naît d'une façon très naturelle et très organique. Et on ne se pose pas trop de questions, en fait, je crois, par rapport à ça. Ça sort, ça apparaît, on le fait. Et c'est pour ça que je disais, pour ce projet, ça a été presque une opportunité que Florian nous appelle pour ce projet, parce qu'on avait envie de faire les cartes postales, mais après, il fallait les faire aussi. Il faut les commander, il y a un budget pour. Comme on n'avait ni d'expo, ni de projet commun, on l'aurait peut-être fait aussi. Mais ça a déclenché, en tout cas, une situation, une mise en situation qui a fait que, voilà, on a produit. Et après, on s'est dit, donc chacun a porté un peu une idée comme ça. Bon, c'est pas très très organisé, et c'est parce que c'est des moments où c'est facile. Ça pourrait être à 3 presque, ou 4. C'est-à-dire n'importe qui peut déclencher, non? Et ça, la photographie, elle peut avoir ce côté très distant, très peu personnel. Et la carte postale s'en fait partie, où il y a peu d'autorité. Pas d'autorité au sens auteur. Merci. Du coup, allez-y. Oui, quand vous photographiez les vitrines ou les barricades, quelle est la réaction des passants? C'est-à-dire que quand vous photographiez les vitrines ou les magasins qui sont bord de là, vous êtes en situation face à la vitrine ou face au magasin, il y a des passants qui passent. Oui, mais j'attends qu'ils soient passés. Mais il n'y a pas un échange, il n'y a pas une remarque, il n'y a pas tiens, qu'est-ce qu'il fait lui, qu'est-ce qu'elle fait elle. Dès qu'on fait des photographies dans la rue, il y a toujours des interactions, il y a toujours des gens qui pensent qu'on va leur photographier. Enfin, toujours. Et là, le dernier projet que j'ai fait qui s'appelle Les Passants, là c'est tout un autre projet qui est en partie lié à la street photographie, parce que je photographie des gens. Et c'est quelque chose qui est devenu plus compliqué aujourd'hui aussi, parce qu'il y a des droits d'image, il y a beaucoup de méfiance aussi, il y a aussi des images qui circulent très vite sur les réseaux, donc on peut les... Et c'est vrai que dès qu'il y a un appareil, les gens peuvent penser que c'est pour eux. Mais bon, après, par exemple, pour moi, c'était beaucoup plus compliqué quand il y avait une voiture devant ou des choses que je ne pouvais pas bouger, alors que quelqu'un qui passe, après il passe. Et les magasins, par exemple, là par contre c'était intéressant d'aller voir les gens qui tenaient les magasins. Là c'est tout un autre rapport, qui pas celui qui va être photographié, mais celui qui est impliqué dans l'image pour d'autres raisons. Et ça a été des échanges intéressants. Et j'ai passé très vite sur l'état de siège, je vois maintenant sur des images qui étaient... Oui, après on avait décidé de... Voilà, ce que je voulais aussi rappeler, c'est que c'est effectivement, Anna aussi fait beaucoup de portraits au début, et puis je vous invite vraiment à aller voir son site, parce que là c'est un ensemble, c'est vraiment 2 séries qu'elle a voulu associer, où effectivement on est vraiment sur la partie architecturale et cette notion de 2 séries avec 10 ans d'écart, mais il y a d'autres travaux, notamment du travail que tu as réalisé pour le PMU, qui est aussi une très très belle série. Crystal House. Crystal House, que je vous invite à regarder. C'est vrai que je travaille souvent avec ce que j'ai près de moi. Et bon, je
m'intéresse à des choses très petites, un peu du côté. Après, je fais des grandes forces. mais c'est bon. Voilà ce qui est prêt. Ben, merci beaucoup. À toi, moi-même, et vous, et puis merci à vous. Merci.